Tous, nous sommes très heureux, très honorés d'accueillir la réunion, l'Assemblée générale d'ICOM France ici. Merci Madame la Présidente de nous faire la confiance et l'amitié de vous réunir ici. C'est toujours un plaisir et cela marque une fois encore le bon partenariat, je crois, que nous entretenons, qui a été marqué par la signature d'une convention qui nous unit et qui nous permet de travailler ensemble à différents sujet d'actualité, d'actualité des musées, actualité qui a été extrêmement chargée ces derniers mois, à la fois sur les questions de définition qui vous ont beaucoup occupé, mais aussi évidemment tout cela étant rattrapé par la question de la crise sanitaire. J'aimerais revenir simplement, si vous le permettez, sur deux points qui me semblent avoir marqué notre actualité commune ces derniers mois, sans revenir sur la crise sanitaire elle-même que vous allez largement évoquer durant cette matinée. Le premier point est la question, c'est le directeur de l'Institut national du patrimoine qui a aussi la charge de la formation initiale des restaurateurs qui vous en parle, qui est la question de la conservation des collections et de la restauration des collections et de la place des restaurateurs dans le contexte que nous avons connu, d'une part, mais dans un contexte plus large. J'ai profité du répit qui nous était imposé par le confinement pour faire un certain nombre de propositions au ministre, à la ministre maintenant, sur cette question de l'insertion professionnelle des restaurateurs, en soulignant que la question, c'est de se reposer à nouveau frais avec cette période de confinement où les collections, finalement, dans bien des institutions françaises, étaient restées un peu seules pendant la durée du confinement. Et en proposant un certain nombre de choses qui n'ont rien d'original, mais en essayant de rassembler les réflexions qui avaient été soulevées, et notamment, je pense qu'il est temps peut-être de repenser la place de ces restaurateurs au sein de nos institutions. Je l'ai dit également lors des 30 ans de l'INP devant la ministre, et d'envisager, non pas des recrutements massifs, il ne s'agit pas de cela, mais au moins que dans nos institutions, dans nos musées, eh bien, il y ait un petit peu plus de restaurateurs pour dialoguer avec les restaurateurs à l'extérieur et pour faire le bon lien avec les conservateurs. J'insiste sur ce point parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons des restaurateurs qui ne sont plus des restaurateurs spécialistes. Bien sûr, ils le sont, mais de leur matière, mais ça va au-delà. Ils s'orientent pour certains vers le doctorat. Ils ont une base commune qui est très solide en matière de conservation préventive. Et je pense qu'on a vraiment des gens qui seraient d'une utilité. Enfin, il n'y a pas beaucoup à le démontrer, surtout pas devant vous, mais d'une utilité certaine dans nos musées, d'autant que ce serait finalement un alignement sur ce qui se fait à peu près partout ailleurs en Europe et aux États-Unis. Ça, c'était mon premier point, si vous le permettez, Madame la Présidente. Et le deuxième, et je serai assez bref là-dessus, c'est la question du Liban. La question du Liban qui nous a beaucoup occupés. Alors, on a une coopération forte avec le Liban et le Proche-Orient par le Liban à l'INP. Et donc, après l'explosion de Beyrouth, s'est posée la question de savoir comment agir. Alors même que l'émotion qui avait été suscitée à juste titre par cet événement était grande et que les bonnes volontés se sont manifestées très vite. Donc, on s'est assez vite organisé avec la Direction générale des Antiquités, l'Institut là-bas au Liban, l'Institut français du Proche-Orient, mais aussi avec le Louvre, pour faire une sorte de répartition des tâches et avec le soutien financier d'Alif, qui a été vraiment déterminant dans cette affaire. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que, on le savait un peu, sur la question de la restauration proprement dite, il manque de professionnels confirmés au Proche-Orient. Donc là, on a pu envoyer sur des besoins très ciblés des personnes pour les restaurations de verre au musée de l'Université américaine, qui est sans doute le plus ancien, musée du Proche-Orient, oui, sans doute le plus ancien. Et les collections une partie de la collection de verre phénicien et romain avait été soufflée par l'explosion. Donc voilà, une restauratrice est partie dans ce cadre. Et puis une autre restauratrice, ancienne élève de l'INP également,
est en ce moment à Beyrouth, au musée Sursaut, pour les collections d'art graphique. Donc ça, c'était aussi un point, sachant qu'après, il y aura un volet sur les collections de peinture et qu'on peut envisager également dans certains la venue de restaurateurs dans le domaine de domaine dans le domaine des stucs. Enfin voilà, il y a un certain nombre de points. Et puis l'autre aspect de notre action, ça a été avec l'école de Chaillot d'envoyer une mission comprenant des architectes du patrimoine et des ingénieurs structures qui puissent dialoguer avec la Direction générale des antiquités pour voir dans les prochains mois comment les choses allaient s'organiser. Elle a eu lieu, là je vous quitterai tout à l'heure parce que je rejoins Benoît Melon pour faire le point sur cette réunion. Donc ces choses se mettent en place. Et dans le domaine des musées, finalement, on a beaucoup insisté, et à juste titre, sur le musée Sursaut, parce que c'est lui qui a été le plus durement éprouvé par l'explosion. Le musée national va faire l'objet de travaux. Il a été un peu abîmé, c'est-à-dire les gonds des portes ont été forcés, les vitres se sont volatilisées, mais comme vous le savez, les collections n'ont pas été du tout touchées. Donc ça, c'est vraiment la grande chance dans ce malheur. Et le Louvre, avec Alif, est en train de se charger d'une révision un peu générale du fonctionnement de ce musée, qui est en fait beaucoup plus durement touché par la crise économique qu'il ne l'a été par l'explosion. Donc voilà, et musée de l'université américaine, mis à part cette question des verres qui ont été soufflés, le reste des collections est intact. Donc on est dans un voilà, le musée Sursaut a été très gravement endommagé, mais il y a beaucoup aussi de personnes qui sont intervenues et je pense que les choses sont en train de se mettre en place. Alif consent à un don assez important qui permettra de faire les premiers travaux. Voilà un peu la situation telle que je voulais vous la présenter, puisque je savais que vous alliez évoquer le sujet dans votre propos. Je m'arrête là pour vous dire que je vous souhaite une excellente journée de travaux, journée, et que je suis encore une fois très heureux de vous accueillir, que vous soyez ici présent à l'INP ou derrière vos écrans. Voilà. Merci, cher Charles Personnage, monsieur le directeur de l'Institut national du patrimoine, de nous accueillir une fois de plus, j'allais dire, dans votre institution et d'avoir rappelé la qualité de nos relations et la convention qui nous lie et les actions avec le Liban, dont je dirais peut-être un mot à la fin de mon propos introductif. Je veux commencer par vous remercier tous, chers orateurs, chers membres d'ICOM France qui sont présents. Quelques membres d'ICOM International également nous ont rejoints puisque nous avons fait savoir que cette matinée était interprétée, que vous pouvez donc disposer d'une traduction en langue anglaise. Chacun d'entre vous sait plutôt plus ou moins bien manipuler son ordinateur. Vous avez une icône d'interprétation en bas sur laquelle vous cliquez pour entendre la traduction en anglais. Je vous remercie d'être présent malgré la déception pour beaucoup de ne pas être réunis de manière conviviale à Strasbourg. Je salue Paul Lang et son équipe des musées de Strasbourg qui n'ont pas ménagé leur énergie jusqu'au dernier moment. Et l'architecte André Chemetov qui nous promettait une visite éclairée de réserves communes qu'il bâtit, nous vous y emmènerons, nous l'avons promis, dès que le Covid nous le permettra. Chacun comprend qu'il ne pouvait pas en être autrement. Nous avons fait le choix de maintenir cette matinée virtuelle, car sa thématique est au cœur des problèmes que nous rencontrons, que vous rencontrez tous aujourd'hui. Reconstruire le musée d'après. Toute ma reconnaissance va aux intervenants, responsables d'institutions en France et en Europe, de nous offrir ce temps de réflexion et de partager leur expérience avec nous. Nous vous les présenterons au fil de la journée, vous avez le programme. Mais je salue dès maintenant ceux qui participent à cette séance d'ouverture, même, cher Charles Personnaz, Alberto Garlandini, le président d'ICOM International, qui est avec nous en vidéo,
Madame la ministre Roselyne Bachelot, qui est avec nous en vidéo également, et à qui je dis combien il était important de vous entendre affirmer avec force, dès votre nomination, que la reconstruction ne se fera pas sans la culture. Culture, nous savons, puis Cicéron, est extrait d'Agricultura pour nommer le soin porté à l'âme. Quoi de plus urgent que ce soin-là, avec cette pandémie qui nous force à l'isolement? Vous avez écrit, Madame la ministre, que personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Jérôme Farigoul, du service des musées de France, nous parlera du plan de relance ministériel. Les établissements culturels sont très affectés par cette crise. La professeure Françoise Benamou nous en donnera la mesure tout à l'heure. Ils sont en vérité moins affectés chez nous que dans bien des pays du monde. Peter Keller, le directeur général d'ICOM International, qui sera représenté par Alessandro Gaballo tout à l'heure, dévoilera les comparaisons des enquêtes menées tout au long de l'été par l'ICOM et l'UNESCO. Et on en prendra la mesure. On est moins affecté que dans d'autres pays, car notre modèle nous protège économiquement, et le plan de relance, je crois, est inédit. Les acteurs culturels, on le sait, sont impatients de retrouver leur public. Les musées, comme les cinémas, les théâtres, les salles de concert, se sont mobilisés sans relâche, avec une créativité remarquable, pour réouvrir leurs portes. Mais on doit bien reconnaître que les publics n'empruntent pas sans appréhension sanitaire la voie réouverte. Les salles ne font pas le plein, et dans les musées, les résultats sont mitigés. Certains retrouvent leur fréquentation, parfois même au-delà, mais d'autres, surtout ceux qui sont frappés par le recul du tourisme, en sont très loin. La fréquentation, voilà un grand sujet du musée d'après. Indice presque hégémonique du succès d'une institution, d'une exposition, fait supposer de la démocratisation, la quête du toujours plus de fréquentation et ses corollaires, turnover des expositions blockbuster, circulation intense des œuvres, voilà peut-être quelque chose dont la crise du Covid aura raison. Certains disent enfin. D'ailleurs, hasard du calendrier, la presse publie en ce moment même un rapport qui invite à la circonspection sur les chiffres de fréquentation qui servent de référence depuis plusieurs années, surtout sur la diversification des publics. Peut-être certains d'entre vous ont envie de poser des questions. Si ce modèle, celui de la fréquentation, marque le pas, qu'est-ce qui prendra sa suite? Comment les services des publics vont-ils se réorganiser? Comment l'offre numérique va-t-elle évoluer? Le virtuel, les écrans, nous ont d'une certaine façon sauvés de la morosité du confinement. Enfin, nous. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, nous le rappelle. La moitié de l'humanité n'a pas accès au numérique. Mais nous, ici, pour l'avenir, nous nous demandons comment vont cohabiter le numérique avec le présentiel, autrement dit le réel. Car on devra parler de choses triviales aujourd'hui et des ressources. Le numérique gratuit, par exemple, est-il durable? Nous aborderons tout cela pendant la table ronde avec des témoins qui sont au cœur du sujet. Reconstruire, avons-nous donc projeté, en lançant nos journées professionnelles cette année, reconstruire et rebondir pour un monde meilleur, nous avons tous cet espoir en tête et la volonté d'y œuvrer. Un monde meilleur pour tous. Car nous avons l'honneur à ICOM d'être une ONG au sein d'une organisation internationale, et cela nous oblige à penser collectif. Je lisais ce week-end, dans le journal du dimanche, vous l'avez peut-être lu, l'appel d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui disait « changer le monde pour le rendre meilleur » signifie aussi changer de mentalité. La culture naît de la rencontre des grands esprits. C'est pourquoi je veux que l'Union européenne mette en place un nouveau Bauhaus européen. Chacun interprétera, mais ce que je retiens pour l'heure, c'est que le Bauhaus est né au lendemain de la Première Guerre mondiale, porteur d'un sens très fort et d'une volonté explicite de produire des objets universels qui transcendent les frontières. Cette conviction que l'universel contribue à un monde meilleur et, vous le savez sûrement, interrogé parfois brutalement en ce moment. Alberto Garlandini sait de quoi je parle. Souvenez-vous, il y a juste un an, nous nous déchirions sur la scène internationale sur la définition des musées. Et ici, dans le milieu culturel français, la stupéfaction était vive de lire des projets de nouvelles définitions des musées qui
semblait balayer nos fondamentaux, la place des collections, le rôle éducatif des musées, éducatif devenu un peu synonyme de domination, l'universalité mise à mal, comme portant atteinte à l'intégrité des communautés, communautarisme au sens anglo-saxon du terme, bien sûr. À défendre, nous, la place centrale de l'objet, nous apparaissions comme des gens du passé, aveugles aux revendications de décolonisation des musées. À défendre les textes mêmes de l'ICOM, son code de déontologie, je le cite, « Les musées détiennent des témoignages de premier ordre pour constituer et approfondir la connaissance. Nous passions pour conservateurs, voire réactionnaires. Comme il a été difficile de se sortir de ce clivage féroce. On aurait aimé appeler à la rescousse Hannah Arendt, mais cela aurait-il été compris? Parlant de choses tangibles du monde culturel, livres, tableaux, statues, constructions, musique, elle rappelle que cela englobe, pour en rendre témoignage, le passé tout entier remémoré des nations, je la cite, et finalement du genre humain. Ces tensions ont laissé des traces dans notre organisation, des traces tangibles, si je peux dire, avec des missions en cascade, mais l'organisation a survécu, c'était pas gagné. Vieille de 73 ans, forte de 50 000 membres, répartis dans 135 pays, ne perdez pas sa vue, chers membres. L'organisation, construite au fil des décennies, n'en était pas sa première crise. Ces juristes avaient envisagé ce cas et les statuts ont permis le passage à une autre gouvernance, saluant Alberto à nouveau. Pour autant, les conflits d'idées qui nous ont traversés, s'ils se sont éteints dans un rapport de force, n'ont pas disparu. Qu'est-ce finalement qu'un musée aujourd'hui? Tout le monde n'est pas d'accord. La vision des professionnels qui œuvrent dans les musées, celle des universitaires qui se penchent sur les musées, celle des politiques acteurs de la diplomatie culturelle, ICOM France posera telle quelle cette question et que nos amis de l'INP, le 26 novembre prochain, présentiel ou virtuel, Dieu seul le sait, lors d'une de nos désormais rituelles et bien nommées soirées débat déontologie, que nous avons intitulée « De quoi musée est-il le nom ?» Et la suivante portera sur la recherche justement dans, pour et sur les musées. Ces débats, programmés bien avant l'été, on rejoint bien involontairement l'actualité, le déboulonnage d'œuvres et monuments évocateurs de passé douloureux. Je l'évoque sans m'y arrêter car nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement. En ce moment même se déroulent les auditions autour du projet de loi sur les restitutions. Il y a presque 2 ans, souvenez-vous. Le rapport Sarr-Savoie faisait des recommandations sur la restitution des biens culturels, ceux de l'époque coloniale provenant d'Afrique subsaharienne. Dans la foulée, ICOM France avait réuni les professionnels des musées. On est loin de n'avoir été que très peu consultés et peu associés à ces travaux universitaires. Nous avons rassemblé sur la thématique restituée, les musées parlent automusées, la publication est là. Nous avons rassemblé des compétences éminentes dont on mesure aujourd'hui à quel point leur parole était précieuse et nécessaire, car le projet de loi est circonscrit, nourri d'un exposé des motifs documentés, respectueux des principes d'inaliénabilité des collections et place la coopération professionnelle en position centrale. Ainsi, les débats qui nous ont animés et se poursuivent sur la définition du musée touchent-ils à toutes ces questions et l'on mesure que c'est le sens même de notre organisation qui est interrogé. Sommes-nous une organisation de professionnels, la plus grande organisation non gouvernementale de professionnels et la plus ancienne au monde, paraît-il? Cela mérite d'être revendiqué. Où sommes-nous? Parce que les sujets que nous traitons sont au cœur de débats de société si profonds. Une organisation non gouvernementale de droits de l'homme, dont les musées sont des lieux d'expression et des vitrines. Certains pensent en tout cas que nous ne pouvons pas être l'un et l'autre. Le Covid, qui aujourd'hui nous force à nous réunir de cette drôle de façon distante, a mis un peu le voile sur ces sujets, mais il demeure. Il nous rappelle que la culture existe pour transformer le destin en conscience, si je peux me permettre en votre présence de citer André Malraux. Le Covid et l'actualité ont ensemble créé des obligations vitales pour les musées qui enjoignent de passer des mots et des bonnes intentions aux actes réels pour s'inscrire dans un futur durable. On en parlera dans la table ronde. Des intentions aux actes réels de solidarité,
Nous pensons au Liban, cher Charles Personnaz. ICOM International y est très présent, aux côtés de l'UNESCO, de Bouclier Bleu, vous aviez dit d'Alif. L'INP qui nous accueille mène d'ores et déjà des actions de coopération et de formation et nous ferons appel à vos compétences, chers membres, pour renforcer peut-être, si c'est nécessaire, ces coopérations avec l'Institut national du patrimoine. Pour terminer, je veux évoquer notre cycle Zoom de l'été, pardonnez-moi d'employer ce mot comme un nom commun, tellement il est devenu banal. Notre cycle que nous avions intitulé « Réouverture, où en êtes-vous » Il est sorti d'un coup, sans préparation, comme une évidence, en mai. Le besoin d'échanger, c'était notre rôle à ICOM France de proposer un temps et un espace de dialogue entre membres. Pour rompre l'isolement, pour rester en contact malgré les sites fermés au public, la distance, le télétravail, l'absence de travail et la perte d'activité. Et vous y avez tellement répondu. Peut-être l'enseignement le plus précieux est-il que nous avons touché ceux d'entre vous qui d'ordinaire ne s'expriment pas, ne se rendent pas au débat public, soit que vous n'osez pas, soit que votre position dans votre organigramme ne se prête pas à être missionné ou à représenter votre organisation, quelles qu'en soient les raisons, ces obstacles se sont levés et vous étiez là librement, témoins ou experts. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de dialoguer avec leurs collègues et parfois souvent vaincu leur timidité pour s'exprimer. Nous sommes en train d'en faire une synthèse, de relever les messages les plus forts que nous avons recueillis. Puis nous allons poursuivre ce cycle à la rentrée, d'abord le finir, il y a une 10e séance à venir et non des moindres. On l'a intitulé « On vous dit résilience, que répondez-vous » Ensuite, pour permettre à tous et à toutes de rejoindre la plateforme en direct, nous allons un peu modifier l'horaire, 13h, 14h30. Ça va permettre à ceux d'entre vous qui ne peuvent que difficilement se connecter depuis leur bureau d'utiliser leurs ordinateurs sur le temps de déjeuner. Et puis le mardi, parce que le mercredi, c'est un jour qui peut pénaliser parents et enfants. Et ce sera une fois par mois, car nous espérons bien reprendre nos rencontres professionnelles, comme on dit en présentiel, comme on dit maintenant. Pour nous, ce sera un test. Ce qui nous importe, c'est vos suggestions. Dites-nous quel sujet vous intéresse, proposez-vous pour intervenir ou témoigner, c'est votre plateforme. Et ce matin encore, c'est votre journée professionnelle. N'hésitez pas à vous joindre à nous et à intervenir. J'en ai fini, je ne peux pas m'arrêter sans remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à toute cette activité cette année et à ce matin. Anne-Claude Maurice, bien sûr, et Tiffany Crabeau, les deux, la déléguée générale et son adjointe à ICOM France. Ludovic Annie à l'INP, sans qui ces moyens techniques ne seraient pas à notre disposition. Le bureau d'ICOM, et je salue parce qu'elle est parmi nous, Hélène Vassal, Florence Lecor, Pauline Chassin, notre ancienne trésorière, qui a aussi été l'artisane, je ne sais pas comment on dit, du lien ce matin, et tous les membres de notre bureau. Voilà, j'en ai terminé. On va maintenant lancer pour cette séance d'ouverture officielle 2 vidéos. Celle d'Alberto Garlandini, le président d'ICOM International, et puis celle de notre ministre, Roselyne Bachelot, qui nous fait l'honneur de s'adresser à nous ce matin. Chers amis, je vous remercie de votre attention. Monsieur, chers collègues, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier ma chère amie Juliette, la présidente d'ICOM France, de m'avoir invité à ce colloque. Je tiens à exprimer également ma gratitude au musée de la ville de Strasbourg pour leur soutien à ces journées professionnelles. J'aurais sincèrement aimé pouvoir vous rejoindre à Strasbourg, mais en raison de la situation actuelle, je dois le faire virtuellement depuis Milan. Avant de commencer mes remarques d'ouverture, je tiens également à féliciter l'ICOM France d'avoir organisé ce séminaire opportun avec un programme aussi intéressant et des intervenants aussi estimés. Depuis
un peu plus de 6 mois maintenant, nos vies ont été bouleversées. La pandémie mondiale nous a apporté des images que l'on croyait ne trouver que dans les romans de science-fiction. De la promenade des Anglais déserte les après-midi ensoleillés au champ de Mars pratiquement vide pendant le 14 juillet. De toute évidence, les musées n'ont pas été épargnés par le confinement. L'enquête globale lancée par l'ICOM a dressé un tableau dévastateur. Dans le monde entier, près de 95% des musées ont fermé leurs portes en raison de la pandémie. Des milliers de professionnels des musées sont confrontés à des licenciements et au chômage technique. Les consultants indépendants étant les plus vulnérables à la crise économique d'aujourd'hui. Et enfin, un chiffre qui a déclenché toutes les alarmes au niveau mondial. 13% des directeurs interrogés ont déclaré que leur institution pourrait ne pas survivre au confinement et fermer définitivement. En conséquence, notre organisation a lancé plusieurs initiatives pour aider les professionnels des musées à faire face à la situation actuelle et à renforcer le secteur. Outre l'enquête qui visait à mettre en lumière les difficultés rencontrées par les musées du monde entier, l'ICOM a plaidé en faveur des fonds d'urgence pour le secteur culturel et a coordonné des actions de sensibilisation dans le but de maintenir les musées dans l'agenda des représentants politiques du monde entier. Nous avons également émis des recommandations techniques et scientifiques sur la réouverture, la sécurité, la conservation, la résilience des communautés et la diffusion numérique. Ces jours-ci, nous lançons une deuxième enquête pour évaluer la situation actuelle, alors que les musées du monde entier commencent lentement à rouvrir et à s'adapter à la nouvelle normalité. En outre, lors des réunions annuelles de l'ICOM, nous avons annoncé le lancement des projets de solidarité, une nouvelle initiative visant à apporter une aide aux musées touchés. Dans les prochains mois, toutes les informations relatives au projet de solidarité seront publiées sur le site web de l'ICOM. Je vous invite donc à utiliser l'espace membre pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. Les effets de la pandémie se sont également fait sentir dans notre organisation. Chaque année, nos comités organisent environ 200 conférences, tables rondes et ateliers dans le monde entier. La grande majorité d'entre elles ont été reportées ou annulées à cause du confinement et des mesures sanitaires contre le Covid-19. Cependant, les fermetures et les restrictions des voyages ont également été un moteur important des changements au sein de l'ICOM. En ces temps difficiles, nos comités, y compris bien sûr l'ICOM France, ont été plus actifs que jamais. Au total, plus de 20 webinaires et conférences virtuelles ont été organisés depuis le début du confinement. Cela a également poussé l'ICOM à innover et à explorer de nouvelles solutions pour la nouvelle réalité. Dès la numérisation de la Journée internationale des musées 2020 à la célébration de nos réunions annuelles
qui se sont tenus en ligne pour la première fois dans l'histoire de l'ICOM. 1500 membres du monde entier ont participé à l'Assemblée générale et au Conseil consultatif qui se sont tenus en ligne à la fin de juillet. Une participation exceptionnelle qui n'a jamais pu être atteinte pendant les réunions annuelles qui se déroulent généralement à Paris. Ce nouveau format numérique a permis aux membres de partout dans le monde de se joindre aux conversations essentielles qui se déroulent actuellement dans notre organisation. Je me sens humble d'avoir eu la chance de constater la capacité exceptionnelle de notre organisation à s'adapter à cette situation, tout en renforçant l'accessibilité. Cela démontre que l'ICOM, par l'intermédiaire de chacun de ses membres et de chacun de ses comités, a beaucoup à offrir. Dans l'avenir, aussi incertain soit-il, notre organisation continuera à nourrir et à développer cet esprit d'innovation. Comme l'indique le titre de cette conférence, il est temps de reconstruire. Les musées de demain ne seront pas les musées d'hier. Avant même la pandémie, le secteur du patrimoine culturel était déjà en pleine mutation. Les musées sont confrontés à des défis sans précédent, de nouvelles attentes de nos publics, au changement climatique, au développement durable et à la protection du patrimoine. La nouvelle normalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui ajoute une nouvelle couche à ces paysages complexes que nous avons devant nous. La communauté internationale des musées doit également se rassembler pour une autre mission de reconstruction, celle des musées et des institutions culturelles de Beyrouth. Après la terrible explosion, le peuple libanais s'est trouvé confronté à une réalité douloureuse que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Nous sommes solidaires de nos collègues libanais. L'ICOM s'est engagé à leur fournir toute l'aide dont ils ont besoin pour récupérer et protéger leur musée. Nous suivons de près la situation en coordination avec l'ICOM Liban, les Boucliers Bleus, l'UNESCO et l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, la LIP. La reconstruction nécessitera d'immenses efforts et du temps, mais nous restons convaincus que grâce à la détermination, à l'expertise et à la passion des professionnels des musées libanais, le paysage culturel dynamique de Beyrouth sera reconstruit. Le Conseil international des musées est né d'une conviction simple. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne sommes pas ensemble. Au cours des 74 dernières années, notre organisation s'est efforcée d'offrir une plateforme aux professionnels des musées du monde entier, afin qu'ils puissent se rencontrer, échanger et faire progresser les connaissances dans notre domaine au profit de la société. Depuis sa création en 1946, l'ICOM a rarement connu des périodes aussi incertaines que celles que nous vivons actuellement. Pour cette raison, notre mission est aujourd'hui plus importante que jamais. Avant de terminer mon discours d'ouverture, je tiens à remercier tous les membres d'ICOM France pour leur contribution et leur engagement dans notre organisation. Nous vivons des temps difficiles, mais c'est dans ce genre de situations que des opportunités impensables se présentent. Sachez que vous avez le soutien de l'ensemble
du réseau international de l'ICOM. Et sur ce, je vous souhaite une conférence réussie. Merci beaucoup pour votre attention.